La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Votre invité Stéphane Arnaud Godement, historien spécialiste de la Chine. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. François Godement, bonjour, bienvenue sur Radio Classique. La Chine vient de faire une entrée fracassante dans la course à l'intelligence artificielle. DeepSeek, concurrent chinois de ChatGPT, cette incursion relance les interrogations sur les ambitions de la Chine pour devenir la première économie mondiale. Vous venez de publier une étude sur les perspectives à horizon 2035 avec 4 scénarios. Le premier, c'est une Chine au sommet du monde, ultra puissante. Le deuxième, c'est un pays qui va rester dans le peloton de tête, mais sans arriver au sommet. Le troisième, c'est la fin du miracle économique et technologique chinois. Et le dernier scénario, le plus négatif, c'est le retour des questions régimaires et systémiques. Est-ce que ces 4 hypothèses sont aujourd'hui à égalité ou est-ce que l'un des scénarios vous paraît le plus probable ? Alors, pour répondre, il faut être convaincu que le réel est rationnel. Et on a toujours des surprises. Dans l'histoire chinoise, on en a eu. Les changements de période sont souvent chaotiques. Là, pour l'instant, et on a un horizon de 10 ans qui correspond à peu près à la longévité politique probable de Xi Jinping, on peut penser que ce sont les scénarios 2 et même les scénarios 1, c'est-à-dire il y a le succès total, il y a le succès relatif, légèrement endigué par les concurrents et les partenaires mécontents de certains aspects, qui prédominera. Le reste, le 3, c'est la situation intérieure chinoise, parce qu'un régime totalitaire, forcément, il bride un certain nombre d'initiatives économiques et il y a des changements qu'il n'accepte pas. Le 4, c'est l'accident. Qu'est-ce qui va faire la différence, à votre avis, entre ces différents scénarios ? Vous dites que le chemin emprunté par la Chine au cours des 10 prochaines années ne sera pas uniquement le résultat de ses propres décisions. Ça va dépendre aussi de la réaction des autres. Alors oui, si on avait écrit 4 scénarios sur la Chine dans les années 80, 90, même au début des années 2000, on n'aurait pas tant parlé des partenaires et de nos réactions. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de l'essor de la Chine était intérieure, parce que certes, si la percée internationale avait commencé, ça n'était pas l'aspect dominant. Aujourd'hui, c'est la croissance continue des exportations à travers toutes les vicissitudes, c'est la montée en puissance dans des créneaux technologiques nouveaux qui frappent. Et donc, la réaction des autres, également la réaction à une armée surpuissante, qui est la 2e armée du monde, il ne faut pas se cacher les choses, au vocabulaire de plus en plus assertif et offensif de la Chine, elle peut déterminer en retour ce que pourra et ne pourra pas faire la Chine. Dans quelle mesure est-ce que la Chine peut bénéficier de la fragmentation du monde, à la fois sur le plan géopolitique, mais aussi sur le terrain économique ? C'est un exercice délicat pour la Chine parce qu'il y a un point sur lequel elle a au moins besoin d'un monde avec des règles, c'est grosso modo le commerce international. Parce que quand vous êtes un immense exportateur, quand vous exportez 2000 milliards de dollars ou d'euros d'ailleurs aujourd'hui, de marchandises fabriquées, de biens manufacturés chaque année sur le reste, enfin c'est un excédent même de ce montant, 1000 milliards pour le commerce extérieur, vous dépendez quand même un peu de vos acheteurs. Donc une fragmentation commerciale du monde serait préjudiciable à l'économie chinoise ? Elle est préjudiciable à ceci près qu'on peut imaginer des blocs préférentiels dans lesquels la Chine réussirait à recréer des sphères d'influence commerciale et où nous échouerions. Ce qui suppose d'ailleurs une désunion transatlantique, par exemple. La Chine avance sur le plan technologique. On l'a vu encore il y a quelques jours avec DeepSeek dans l'intelligence artificielle. On en a aussi parlé avec TikTok sur les réseaux sociaux, dans les voitures électriques, avec une avance technologique sur les batteries que les Européens n'ont vraiment pas vu venir. En quoi est-ce que cette avancée technologique peut être un moteur pour arriver au sommet ? Est-ce qu'à votre avis, ce sera suffisant ? En tous les cas, le technofuturisme, c'est vraiment la perspective qu'a Xi Jinping en dehors du dogme marxiste-léniniste et du contrôle. Ce ne sera pas suffisant, effectivement, parce que la démographie, par exemple, qui dans 10 ans deviendra vraiment très négative, parce que le problème de la confiance des Chinois dans leur système du point de vue de leur épargne, par exemple, pour l'utilisation de leur épargne, tout ça, ça compte pour la croissance à long terme. Mais à court terme, on a énormément compté sur le fait qu'un régime totalitaire bridait tellement les capacités d'innovation que ça ne marcherait pas. En réalité, les techniciens, les scientifiques, les chercheurs, c'est très segmenté et ils acceptent
dans leur majorité le système tel qu'il est, il faut bien s'en rendre compte. Et en tout cas, un régime totalitaire peut imposer ses vues. C'est le cas dans la transformation énergétique du pays. On a tendance à parler souvent de la consommation de charbon de la Chine, mais le pays est en train de s'installer comme le premier producteur d'énergie solaire, éolienne. La Chine investit également beaucoup dans le nucléaire. Ça, c'est une concurrence à l'Union européenne. On va peut-être devoir importer des technologies chinoises. Et on le fait déjà dans le solaire. On le fait déjà dans le solaire, on s'apprête à le faire dans l'électrique, je crois, car les mesures qui ont été prises ne suffisent pas à enrayer la compétitivité des usines chinoises dans le domaine des VE et des batteries. Je crois que si on a un plan de verdissement tel qu'on l'a élaboré, coincé entre les États-Unis qui en feront moins et qui ont des ressources fossiles à peu près inépuisables, plus que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, en gros, et la Chine, qui est le champion des énergies vertes à bas coût, on devra choisir. Soit moins de verdissement, soit plus d'entrants chinois, soit des prix, des coûts pour les entreprises et pour la population européenne qui seront souvent jugés excessifs. Dans le scénario pour les 10 prochaines années, vous évoquiez à l'instant le faux pas qui pourrait faire revenir la Chine en arrière. Quel faux pas pourrait être fatal au pays? Taïwan, par exemple? Taïwan est le point de crise essentiel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une ambition millénariste que Xi Jinping entretient de l'unification avec la Chine, parce que, au fond, s'il n'y avait pas les États-Unis et l'intervention américaine derrière, ce serait relativement facile aujourd'hui, même sur le plan militaire. Ce sont les États-Unis qui sont le rempart de Taïwan pour l'essentiel. Ce que je crains sur ce plan, et c'est la base du scénario 4, le scénario, disons, de l'accident, c'est en fait qu'un excès de confiance mené par un succès de la Chine sur d'autres plans entraîne Xi Jinping à se départir de son attitude prudente et l'amène à se dire qu'au fond, il peut prendre le pari, et en particulier que les partenaires occidentaux ne réagiront pas. La réponse des autres blocs sera déterminante pour l'avenir de la Chine, vous l'avez dit. Les pays occidentaux se sont engagés dans une stratégie de découplage. Aujourd'hui, l'éléphant dans la pièce, c'est Donald Trump. Il peut changer pas mal de choses, y compris l'ordre des 4 scénarios que vous avez présentés. Alors oui, seulement Donald Trump à la fois arrive au pouvoir avec derrière lui une cohorte de gens qu'on qualifie parfois de faucons, mais qui sont en fait des hyper-réalistes sur ce qu'est le régime chinois et sur les problèmes qu'il représente. Mais lui-même, on le voit, il s'en prend plus à ses partenaires et à ses alliés qu'à ses adversaires pour l'instant. Avec les alliés et avec les adversaires, il veut pratiquer la négociation, le deal. Et le grand problème, c'est que les partenaires des États-Unis ne savent pas laquelle des deux hypothèses va se réaliser, ce qui rend extrêmement difficile une véritable coordination. Comment se coordonner avec un partenaire dont vous n'êtes pas sûr de la direction qu'il va prendre dans 3 mois ? Merci beaucoup François Godement d'être venu ce matin sur Radio Classique, expert résident et conseiller spécial Asie-États-Unis à l'Institut Montaigne. Et on reparlera de la Chine dans le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre à 8h moins quart. Stéphane, à demain, 6h pour le tour de l'actualité économique. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique, les socialistes divisés sur l'attitude à adopter vis-à-vis du gouvernement. Mais tout de suite, Karine Guijoux, et si on parlait français, Radio Classique.